Monsieur le rapporteur. Merci Madame la Présidente, merci à vous toutes pour vos témoignages et pour le courage de venir témoigner. On sait que c'est toujours difficile. Euh, pour aller dans le même ordre d'idées que Madame la Présidente, j'ai l'impression à écouter vos parcours, c'est que vous étiez toutes dans des situations initiales suite à... vous n'étiez pas à l'intérieur du système. J'ai l'impression que toutes, vous avez dû rentrer dans le système, avec toute la difficulté que ça a quand on n'a pas le réseau. Et tout à l'heure, on a eu un témoignage d'une victime qui nous dit, moi j'ai eu la chance de pouvoir témoigner parce que justement j'avais le réseau. Et est-ce que c'est un point qui vous semble important? Et est-ce que vous avez cette impression, par exemple dans l'étude un peu large que vous avez faite sur les victimes, que souvent elles ne sont pas elles sont peut-être parfois issues de la province, parfois issues, et j'ai l'impression que c'est toutes les six, vous n'êtes pas parisiennes. Je ne veux pas faire d'antiparisianisme primaire, hein, mais il y a quelque chose là qui me fera passer. C'est le premier point. Et le deuxième point, c'était une question plus directement à Madame Porcel. Vous avez porté plainte, votre plainte a été médiatisée, contrairement à d'autres, et on pourra revenir là-dessus sur ce sujet aussi pour Madame Luciani et Madame Lac. On aurait pu croire que la portée médiatique, euh, quelque part, la chute du commandeur PPDA, on a cette impression aujourd'hui quand même qu'il a chuté, et je suis étonné de cette que l'omerta quelque part continue et que vous êtes blacklisté aujourd'hui. Et je suis très... c'est aussi révélateur du milieu. Et voilà, mes deux interventions portaient un peu sur cette question du milieu. Est-ce que ce milieu s'auto-nourrit? Est-ce qu'il se protège encore autant qu'avant? Et comment faire pour que... Et c'est le jeune homme que j'étais à un moment donné, issu de la province aussi, comment on fait pour que tout le monde puisse rentrer dans ce monde de la culture, quel que soit son milieu et quelle que soit son origine sociale et culturelle. Merci. Je vous propose juste qu'on enchaîne sur une question de Sarah Legrain parce que comme l'heure tourne. Vas-y. Non, déjà pour évidemment vous remercier, comme on le fait à toutes les personnes qui viennent ici témoigner de choses extrêmement dures et qui montrent la nécessité du courage pour ça. Je vous pose un peu une question que je pose souvent dans ces auditions, c'est la question de la peur, puisque en fait je crois que c'est le dénominateur commun d'énormément de personnes qui nous parlent et de la façon dont finalement les milieux donc vous avez décrit les questions de précarité, vous avez décrit ça, les modes opératoires. Donc est-ce que vous avez eu des expériences où vous avez pu voir comment finalement les personnes dont vous étiez victime ont pu... Enfin, est-ce que vous avez vu des cas où en réalité la peur peut changer de camp? C'est vrai que l'exemple de PPDA est un peu démoralisant parce qu'on se dit mais là pour le coup on a l'impression qu'il y a quelque chose qui a été acquis d'une certaine façon avec la médiatisation et en réalité vous nous dites que finalement on a l'impression que ce milieu-là va vous faire payer. Est-ce que pour vous c'est des représailles ou est-ce que c'est quelque part la peur, en fait le fait que voilà, les victimes font peur d'une certaine façon et qu'on ne veut pas prendre ce risque-là? Et est-ce qu'à l'inverse, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour qu'en réalité, les personnes qui couvrent les agresseurs les personnes qui, par exemple, dans le milieu musical, comme vous l'avez décrit, vont avoir ces comportements, se retrouvent en fait sanctionnés publiquement, y compris du point de vue des intérêts économiques qu'ils défendent, quoi, voilà, enfin, dont ils ont besoin. Et puis peut-être aussi souligner, j'ai l'impression que c'est assez présent dans ce que vous avez décrit, mais peut-être revenir là-dessus, finalement le lien aussi entre la question de la non-mixité et la question des violences. Bon, ça paraît une évidence, mais en fait de rappeler aussi que du coup, ça peut paraître parfois
pas grand-chose dans la lutte contre les violences, mais juste rappeler le fait que, en fait, quand il y a des parités dans les rédactions, en fait, ça impose déjà, c'est-à-dire que le schéma que vous avez décrit, dans une rédaction paritaire, semble déjà beaucoup plus difficile à mettre en place, parce qu'il y a une obligation à ce que les femmes restent, enfin je le dis un peu brutalement, mais voilà. Et donc, est-ce que soit vous avez vécu des expériences de cadre où pour le coup la parité avait cette vertu, pour essayer de parler en positif, ou est-ce que vous pouvez détailler en quoi justement l'entre-soi masculin va provoquer en fait le cercle vicieux qui fait en fait finalement fuir les femmes et qui fait que du coup l'entre-soi masculin est encore renforcé et permet encore la prédation sur les quelques rares femmes qui arriveront dans le milieu. Moi, si je peux me permettre de répondre. Donc moi, ce qui m'est arrivé, c'est aux portes d'entrée, effectivement, du métier. Ça a duré 5 ans. J'ai tenu, malgré ma tentative de suicide. Je me suis remise, donc ça, il y a maintenant 20 ans. Et ce qui est très positif, c'est qu'effectivement, je pense que les choses sont en train de changer. La peur change de camp, et notamment grâce au collectif 50-50, les syndicats également, l'U2R notamment, qui est dirigé par Laurent Jaoui. Et on a créé, donc je suis proche des fondatrices des Mardis des réalisatrices, qui est un collectif de réalisatrices, pour le coup non mixte. Il y a un réalisateur qui est avec nous, mais voilà, donc on a remarqué qu'effectivement, quand on faisait des réunions avec les réalisatrices pour rencontrer des producteurs, s'il y avait des réalisateurs avec nous, le boys clan, la boys team marchait à fond, donc on se retrouvait toujours derrière. Donc on est resté sur cette idée de non-mixité. Donc il y a des collectifs forts. Il y a l'ADA, bien sûr, qui nous soutient plus que tout. Et grâce à ces collectifs, la peur s'en va, en fait. Moi, j'ai vraiment la sensation... Moi, je suis pas du tout... maintenant, je suis au cœur du milieu. J'écris, j'ai des projets de réalisation, je continue à jouer. Donc, c'est vraiment derrière moi. Je témoigne de quelque chose qui est passé. Mais effectivement, je crois que plus on avance, plus on est en collectif et qu'on est ensemble, et mieux les choses se passent. Et je crois qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont envie de s'engager également. On les attend un peu, bien sûr, mais je pense qu'ils viennent. Si vous nous entendez. Madame Porcel, oui. Merci pour votre question, Monsieur Balanant, parce que du coup, ça me permet de faire d'une pierre deux coups et de proposer des solutions. Vous avez demandé comment faire pour que tout le monde puisse rentrer dans ces milieux. Et oui, et en fait, pour moi, une des solutions, alors c'est peut-être très naïf, mais c'est d'arrêter de mettre tous les œufs dans le même panier, c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a une poignée de personnes dans le milieu des médias et de la culture qui regroupent une grosse partie du pouvoir. Et quand je dis pouvoir, on a quelques exemples. Je vais citer quelques noms qui n'ont pas du tout été accusés, mais si on prend l'exemple, par exemple, de Léa Salamé aujourd'hui, de Nagui, qui ont plusieurs émissions sur plusieurs chaînes ou antennes, ou pour prendre des exemples de gens qui ont été accusés, comme par exemple Sébastien Coé ou Stéphane Plaza, dernièrement, qui a été jugé. C'est vraiment, il représente énormément de pouvoir, énormément d'argent, et c'était le cas de Patrick Poivre d'Arvor aussi, et je pense que c'est assez délétère de laisser autant de pouvoir et donc d'argent dans les mains de quelques personnes, de quelques stars, et je pense qu'il faut arrêter avec cette starification des gens des médias et de la culture, même si dans le milieu de la culture c'est un peu plus compliqué, mais dans les médias je pense qu'on pourrait réfléchir à des manières de ne pas faire cumuler, voilà, le non-cumul, pas des mandats, mais le non-cumul des émissions ou des animations, pour éviter justement qu'une seule personne représente beaucoup de pouvoir. Pour les journalistes, ça pourrait se matérialiser par exemple, pas plus de, 3 ou 5 ans d'antenne d'affilée pour éviter une starification et de les mettre à des postes qui ne sont pas à l'antenne, par exemple. Genre, je sais, c'est très naïf, mais j'essaye de réfléchir à des solutions, ou en tout cas, qui soient plus interchangeables que ce n'a été le cas pendant
pendant des années. Pour les animateurs, c'est peut-être un peu plus compliqué. Et encore, parce qu'il y a des émissions dans lesquelles, par exemple, des jeux télévisés où les animateurs changent, et ça se passe très bien. Les jeux, se fonctionnent quand même. Et par ailleurs, je voudrais quand même rappeler que Patrick Poivre d'Arvor, ça n'est pas seulement les médias, ça n'est pas seulement la télévision, c'est aussi le milieu littéraire, et ça a été aussi plus récemment le milieu de la musique classique. Et par exemple, si on prend le milieu littéraire, il faudrait peut-être réfléchir au fait de ne pas de demander à des gens de ne pas être dans plus de deux prix littéraires. Parce que quand on est juré dans tous les prix littéraires, forcément, quand il y a un problème avec une personne, c'est plus possible. Il y a des freins, il y a des Et donc voilà, c'est des solutions peut-être un peu naïves, mais qui peut-être montre que mettre trop de pouvoir dans une seule personne, et on le voit dernièrement avec Stéphane Plaza et ses agences immobilières qui commencent à... ça a des répercussions vraiment sur des gens qui travaillent dans l'immobilier n'importe où en France. Donc je pense que c'est délétère et qu'il faudrait réfléchir à ça. Merci. Oui, Madame Lac. Moi, j'aimerais répondre peut-être à deux questions en même temps. Une sur comment trouver les solutions et en même temps cette question de réseau. Ça rejoint ce qui vient d'être dit par Florence Porcel. C'est qu'effectivement, il y a, dans le critique de cinéma particulièrement, il y a une sorte de hiérarchisation implicite. Il y a des gens qui sont très établis, qui sont par exemple des rédacteurs des cahiers du cinéma, des très grands groupes, qui sont pour le coup... ou d'autres médias qui sont très impliqués, ou en tout cas qui sont très reconnus. Et justement, tout passe par ce réseautage, parce qu'il y a des gens qui sont à la tête, et il faut forcément passer en fait par des personnes qui seront en fait des espèces d'entremetteurs. Et quand on vient de l'extérieur, déjà c'est un milieu qui est extrêmement parisien, tout simplement parce que déjà par exemple pour accéder aux projections presse qui sont quand même la base du métier, une projection presse c'est aller voir un film avant qu'il sorte pour pouvoir le couvrir, donc avant la mercredi de la sortie. Il faut être à Paris. Moi, du coup, je suis arrivée à Paris en 2018. C'est seulement à partir de ce moment-là que j'ai pu entrer dans les projections de presse. Et pour donner un exemple aussi très concret et très physique de cette hiérarchisation, par exemple, au Festival de Cannes, il y a un système d'accréditation qui est basé sur les couleurs. Donc, il y a la couleur jaune pour les personnes qui sont tout en bas de l'échelle. Il y a les couleurs bleues pour les personnes un peu intermédiaires. Il y a les couleurs roses pour les gros médias. Et il y a les couleurs roses pastilles qui ont accès, en fait, à des opportunités qui sont beaucoup plus importantes. Et en fait, tout le système de la critique de cinéma, et notamment des projections presse ou des interviews qui sont quand même la base du métier. On a besoin d'aller dans une projection presse ou d'interviewer des personnes pour faire notre métier de critique de cinéma. Et elles sont conditionnées en fait à l'influence qu'on va avoir. Et ça, c'est un vrai problème parce que justement, quand on commence en bas de l'échelle, et parfois même, alors je ne vais pas donner de nom parce que je crois que ça a un petit peu changé, que je ne suis plus trop dans le milieu, mais il y a quand même des gros médias qui, pendant très longtemps, ne payaient pas leurs rédacteurs. Et ça, c'est inadmissible. Et il y a une vraie exploitation bénévole, en fait, du métier de critique de cinéma parce qu'on dit que c'est un métier passion. À la micro de France Culture, je crois, c'était l'année dernière, en janvier, il y avait Philippe Rouillet, donc, qui est un critique de cinéma qui est très établi. Il y avait une table ronde avec plusieurs critiques dans laquelle il parlait justement de l'état des lieux de la critique de cinéma. Et lui s'exclamait, effectivement, c'est un métier qui est très précaire, mais quelle vie formidable on va voir des films toute la journée. Comme si, en fait, c'était pas grave, on va voir des films, et la précarité, finalement, c'est secondaire, alors qu'elle est essentielle. Et je pense que dans tous les témoignages, alors bien qu'on vienne de milieux très différents, c'est le terreau en fait de ces violences-là. Et pour répondre à votre question sur comment faire changer la honte de Caen, moi il m'est arrivé quelque chose qui est quand même assez extraordinaire quand on prend la parole, c'est que moi du coup j'ai pris la parole toute seule sur les réseaux sociaux parce que je n'en pouvais plus et que c'était insoutenable de ne pas pouvoir publier notre enquête. Je l'ai fait en mettant un témoignage de 33 pages et à ma grande surprise ça a été extrêmement bien reçu, je n'ai eu que des encouragements, je n'ai eu que du soutien. Et j'ai surtout une première victoire qui est celle du syndicat de la critique, à qui j'ai quand même dû exiger des excuses publiques, et je pense que ma venue aujourd'hui n'y est pas pour rien non plus, qui mardi dernier, en fait, donc ce mardi, a fait un communiqué d'excuses publiques envers moi et justement a donné les solutions qu'il mettait en place avec une formation de VHSS au sein du syndicat de la critique,
d'avoir, je crois, une ou deux possibilités, enfin une ou deux rendez-vous avec des juristes ou des avocats spécialisés dans les violences sexuelles. Donc ça, c'est quand même un premier pas parce que le milieu de la critique, c'est un milieu qui est très éclaté, où les gens se rencontrent uniquement dans des espaces festifs, donc par exemple en festival, donc généralement autour de l'alcool, et d'avoir un lieu, ou en tout cas un endroit qui est établi comme un endroit où on peut parler, alors que moi, on m'a refusé cette parole très clairement de ce même syndicat, de voir qu'ils ont évolué là-dessus, je trouve que c'est une victoire. Donc maintenant, on les regarde, on voit si ça sera à la hauteur de ce qui est mis en place, mais c'est déjà une très bonne chose. Et je pense que c'est important d'avoir des espaces de parole parce que ça permet de briser, en tout cas d'une première étape, la solitude quand on est victime. Merci.